Depuis sa nomination comme président du Rassemblement national, Jordan Bardella a acquis une popularité tout à fait inédite pour un leader d'opposition sous la Ve République, notamment un leader d'opposition aussi jeune. Et ça fait bien longtemps que nous affirmons ici que ce qui manquait au FN de l'après Jean-Marie, c'était évidemment une figure masculine, jeune et dynamique. Bien sûr, Marine Le Pen n'était manifestement pas, et n'a jamais été, à vrai dire, la bonne personne pour assumer ce rôle, en tout cas pas à l'élection présidentielle. Contrairement à la plupart de nos voisins européens, nous n'avons jamais eu de présidente française, et je pense que nous ne sommes pas prêts d'en voir une de sitôt. Puisque la France est une figure féminine, alors il lui faut naturellement un homme fort pour la guider. La question aujourd'hui, c'est de savoir si Bardella est vraiment un homme fort, en a-t-il vraiment le potentiel? À ce stade, c'est bien sûr très difficile à dire, il est encore beaucoup trop tôt, mais ce qui est certain, c'est que Bardella a clairement en lui cette ambition. Et tout ceci nous conduit à nous poser immédiatement la question de la présidentielle de 2027. On sait que, jusqu'à maintenant, le Rassemblement national maintient officiellement la perspective d'une troisième candidature de Marine Le Pen, et nous pensons bien sûr que ce serait une énorme erreur qui conduirait presque certainement à une nouvelle défaite. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à penser ça, beaucoup de Français et surtout beaucoup de militants du FN, enfin du RN, considèrent déjà que Jordan Bardella est le candidat naturel de la future élection présidentielle. Cette perspective pouvait sembler prématurée il y a encore quelques mois au vu de la jeunesse et surtout de la relative inexpérience du jeune président du mouvement national, mais ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui et ce sera encore moins le cas en cas de succès lors de la prochaine élection européenne. Puisque, effectivement, l'actuelle campagne pour les élections européennes de 2024 donne déjà à Bardella l'occasion de montrer au public sa capacité de leadership et ses talents naturels, indiscutables de politicien. À quelques semaines du scrutin, le RN continue de caracoler en tête des sondages de manière insolente, très loin devant les listes de la majorité présidentielle et encore plus loin devant celles de ses concurrents et adversaires directs comme la LFI, LR ou Reconquête. Alors bien sûr, cette dynamique est le fruit de plusieurs années de normalisation ou de dédiabolisation du RN, notamment sous la houlette de Marine Le Pen. Il faut bien lui reconnaître cela dans les bons et les mauvais aspects qu'a comporté cette normalisation. Dans tous les cas, le parti semble avoir pris une dimension tout à fait nouvelle depuis que Jordan Bardella en est devenu le président. Décrit comme un ogre, comme une fusée, comme un rouleau compresseur par les grands médias, Bardella a réussi un coup de force exceptionnel au RN en rajeunissant et en masculinisant l'image du parti en l'espace de quelques mois, ringardisant du même coup non seulement la plupart de ses opposants, mais même la candidate de ces dernières années, Marine Le Pen. Et il s'agit ici d'un avantage considérable. Nous avons vu lors des dernières élections présidentielles l'importance cruciale de certains segments de l'électorat, notamment les jeunes actifs, les CSP+, et surtout les retraités. Notre France vieillissante réclame du sang neuf et plébiscite de plus en plus la jeunesse. C'est ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron, auprès en particulier de cet électorat de retraités, et c'est peut-être ce qui fera celui de Jordan Bardella dans quelques années, si il se présente bien sûr aux élections présidentielles. Et nous observons déjà une évolution substantielle dans les sondages, avec un basculement de certaines parties de l'électorat qui s'orientent de plus en plus vers le Rassemblement national. Par exemple, les cadres et professionnels libéraux étaient 32% à voter pour le parti macroniste en 2019 et seulement 13% pour le RN. En 2024, ils sont désormais 25% à se déclarer en faveur du RN et seulement 17% à vouloir voter pour la liste de la majorité présidentielle. L'autre évolution, tout aussi importante, c'est la grande bascule des retraités vers le vote Rassemblement national. Et là encore, il est indéniable qu'il y a eu un effet Bardella dans cette grande bascule. Dans sa toute dernière interview en 2023, Patrick Buisson avait qualifié cet électorat de retraités de plafond en béton armé. Un plafond encore plus redoutable selon lui que le cordon sanitaire républicain. Ce fameux cordon sanitaire a totalement disparu sous le règne d'Emmanuel Macron, et il a disparu plus spécialement depuis que le RN s'est solidement institutionnalisé à la suite des élections législatives en 2022. L'électorat des retraités, c'est un électorat conservateur sur le plan économique. Je dis bien économique, puisque sur le plan social, sociétal, c'est évidemment une autre chanson. Il s'agit d'une classe d'électeurs qui a particulièrement tendance à voter pour ce qui est perçu à l'instant T
comme étant le parti de l'ordre, c'est-à-dire du parti, en fait, qui maintiendra ses privilèges, réels ou fantasmés, et qui combattra tout ce qui pourrait mettre en danger sa tranquillité. Et les retraités sont évidemment un électorat essentiel aujourd'hui pour espérer obtenir une victoire politique, surtout au présidentiel, puisque la France compte plus de 15 millions de retraités, qui seront sans doute pour la plupart toujours vivants d'ici 3 ans. On peut d'ailleurs remarquer qu'avec les jeunes étudiants de centre-ville, qui sont un électorat d'esprit adolescent par définition, donc immature, eh bien, paradoxalement, les retraités, qui devraient être matures a priori, sont aussi les électeurs qui sont manifestement le plus sensibles aux séductions politiciennes et aux propagandes médiatiques, surtout celles qui associent tout mouvement national, tout mouvement patriotique avec l'intolérance, la peur, la violence, le fascisme et surtout la déstabilisation du status quo néolibéral et socialo-libertaire qui caractérise donc notre Occident démocratique et libéral depuis 1945 ou plus précisément depuis 1968. Mais dans notre République malade, décadente et corrompue, le parti de l'ordre apparaît de plus en plus comme étant, en réalité, le parti du désordre. En 2022, Emmanuel Macron avait encore réussi à convaincre près de 70% des électeurs retraités au second tour, contre à peine 30% pour Marine Le Pen. Or, cet électorat, on le sait, n'a jamais été l'une des bases historiques du vote national. Il était surtout celui du centre-droit RPR, UMP, et ce n'est qu'en 2017 qu'il a été totalement ou presque totalement captivé par la proposition extrême centriste d'Emmanuel Macron. Seulement, il est clair que le charme est désormais rompu entre Macron et une bonne partie des boomers. Les retraités les plus modestes ont notamment lâché Emmanuel Macron après l'épisode des Gilets jaunes, et ils ne sont pas revenus sur leur décision depuis, évidemment. D'un autre côté, beaucoup de retraités d'origine immigrée n'accordent plus leur confiance à la gauche social-démocrate, et sont au contraire en demande d'ordre, d'autorité et de fermeté, notamment sur la question des banlieues, du trafic de drogue et même de l'immigration de masse, qui les impacte eux d'une façon directe, puisqu'elle remet en cause finalement leur intégration, leur assimilation. Et pour finir, les retraités d'une manière générale sont particulièrement alarmés par la dégradation du pays sous la présidence d'Emmanuel Macron. La mauvaise gestion des finances publiques par le gouvernement actuel a largement décrédibilisé ce dernier auprès de ce public, sans compter le fait que cet électorat réagit de plus en plus négativement aux problèmes posés par l'immigration et par l'insécurité, problèmes que tous les derniers gouvernements ont été manifestement incapables de régler, malgré leur discours occasionnel de fermeté. D'ailleurs, un ministre macronien confiait récemment à ce propos dans La Tribune, je cite, « Les retraités nous boudent ou nous quittent, ils sont devant les chaînes infos toute la journée, et celles-ci leur renvoient les images d'un pays qu'ils ne reconnaissent plus. Il faut les rassurer tout de suite et leur expliquer que la France n'a pas tellement changé que cela. » Fin de citation. Bien sûr, tout ceci est plus facile à dire qu'à faire. Il est très difficile, surtout aujourd'hui, en 2024, de dissimuler les réalités sociales, sociétales, économiques, sécuritaires que tout le monde peut constater aujourd'hui. Rappelons par exemple qu'en dépit de son égoïsme légendaire, ou en tout cas supposé, l'électorat des boomers macronistes est aussi majoritairement hostile à l'immigration massive, comme d'ailleurs l'immense majorité des Français aujourd'hui, à peu près 70%. Et donc le résultat de tout ceci, c'est que les seniors sont désormais plus de 25% à vouloir voter pour Jordan Bardella, ce qui met ce dernier à égalité avec Valérie Hayé. Il s'agit là d'une augmentation de 8 points par rapport à la performance de Marine Le Pen en 2022, et là encore il est indéniable que cette progression est largement due à la figure jeune et avenante de Jordan Bardella. Là où Marine Le Pen apparaissait en quelque sorte comme une belle fille bruyante et envahissante, et un petit peu inquiétante, surtout pour ce type d'électorat, Jordan Bardella apparaît comme un gendre idéal, posé, dynamique, séduisant et surtout rassurant, ce qui est évidemment, pour cette catégorie de l'électorat, extrêmement important. Mais Bardella est particulièrement populaire chez les jeunes actifs de 18 à 35 ans, et même bien sûr un peu plus, jusqu'à 50, 60 ans, mais surtout dans cette classe de jeunes actifs, en particulier dans tous les secteurs qu'on appelle la fameuse France périphérique, cette France des ruralités et des petites villes périurbaines. Cette catégorie avait déjà majoritairement voté en faveur du RN au présidentiel de 2022, et il semble que ces effectifs sont encore plus nombreux depuis que Bardella apparaît comme le véritable chef du parti, ce qui d'ailleurs n'est pas encore tout à fait fait, c'est même loin d'être le cas,
Mais il viendra bien un point où justement la popularité de Bardella sera telle que le parti finalement tombera de fait sous son contrôle. On peut dire que Bardella est en quelque sorte le candidat naturel de la jeune génération, qui s'identifie très facilement à lui, pour des raisons évidentes, puisqu'elle considère qu'il partage des mêmes sentiments, qu'il incarne ses espérances. Nous avons tous vu les scènes de ces jeunes lycéennes qui courent derrière Jordan Bardella pour obtenir un selfie, qu'elles iront ensuite exhiber fièrement sur leur profil Instagram. Tout ceci a provoqué parfois des moqueries, assez malvenues en fait, de la part des caciques de la majorité présidentielle. Je dis malvenus parce qu'eux-mêmes ne peuvent certainement pas se targuer d'une telle popularité, surtout auprès de la jeune génération. Et dans les faits d'ailleurs, la caste médiatico-politique est particulièrement inquiète du succès de Bardella dans ce segment de la population, un segment qui se repolitise notamment sur les réseaux sociaux et qui exprime beaucoup plus ouvertement, beaucoup plus facilement ses convictions politiques, religieuses, identitaires que les générations précédentes, surtout à une époque justement où le fameux cordon sanitaire républicain avait un effet psychologique très fort sur les Français. En bref, tout ceci explique pourquoi la liste Bardella continue de survoler largement toutes les autres listes dans les sondages. Et donc, sauf événement inattendu, on peut estimer que les statistiques actuelles se confirmeront plus ou moins le 9 juin prochain. Évidemment, Bardella est bien conscient de l'importance de ce scrutin, pas seulement pour le parti, mais surtout pour sa propre personne, pour sa carrière à lui. Puisqu'en effet, ce scrutin européen sera en fait une sorte de référendum qui servira à sanctionner non seulement le régime macroniste, mais également le reste de la classe politique, de la NUPES jusqu'aux Républicains. Et contrairement à ce qui pouvait se faire dans le passé, ce ne sera pas non plus un simple vote réfractaire, un vote de Français qui veulent justement râler ou exprimer leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement, mais ce sera aussi, et c'est de plus en plus le cas, ce sera un véritable vote d'adhésion à ce que représente désormais le RN de Bardella, c'est-à-dire un parti respectable, institutionnel et prêt à gouverner le pays, un parti capable de restaurer l'ordre républicain, de protéger les frontières et de défendre les intérêts économiques de la France en Europe et dans le monde. Cependant, sur ce dernier point en particulier, le RN reste encore fragile. Le RN n'a jamais manqué de cadres hautement qualifiés, notamment sur les questions économiques, mais en revanche, ses représentants politiques n'ont jamais vraiment réussi à transmettre une image crédible dans les débats électoraux, dès lors que ces questions, souvent techniques, étaient abordées. Pendant longtemps, les adversaires politiques du RN, notamment ceux issus des partis de gouvernement, se faisaient un plaisir d'humilier Marine Le Pen en débat, comme nous l'avons vu encore face à Macron en 2017. Mais il n'est pas certain que cette stratégie puisse continuer à fonctionner comme par le passé. Tout d'abord, les énarques du gouvernement Macron ont placé la France dans une situation économique absolument catastrophique, et chacun peut s'apercevoir désormais que les diplômes prestigieux, l'entre-soi de la classe dirigeante, tout ceci ne suffit pas à faire de bons gestionnaires et encore moins de vrais hommes d'État. Les faits d'armes du ministre Bruno Le Maire en sont une parfaite illustration. On a souvent décrit Jordan Bardella comme une espèce de robot politicien, de cyborg capable de dégainer automatiquement en toute occasion un beau sourire commercial, un petit peu artificiel mais efficace néanmoins, ou de régurgiter mécaniquement des éléments de langage sur les plateaux de télévision. En réalité, il est évident que Jordan Bardella est un grand pragmatique. Il est parfaitement conscient des pièges et des obstacles du jeu politique, non seulement face à ses adversaires externes, mais aussi au sein même du Rassemblement national. Il faut être aveugle, ou en tout cas malhonnête, pour ne pas voir que Bardella possède de toute évidence un talent politique naturel qui impressionne d'ailleurs jusqu'au sein de l'Élysée. Il reste toutefois à savoir si Bardella a encore quelques convictions. Dans le régime politique qui est le nôtre, il est facile de ne voir les politiciens que comme de simples acteurs cyniques, tant il est vrai que la démocratie libérale et parlementaire favorise l'opportunisme, le populisme, autant que l'esprit de caste et l'esprit de parti. Mais en réalité, les grands leaders, qu'ils soient bons ou mauvais, ont toujours un fond d'idéologie, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit politique, partisane, il y a toujours un fond d'idéologie pour maintenir le feu de leurs ambitions. Au vu de son passif militant et de ses origines modestes, on peut difficilement douter de la sincérité patriotique et de la fibre sociale de Bardella. Toutefois, on comprend aussi qu'il est encore prématuré pour lui de donner quelques signes d'une vision beaucoup plus élevée, beaucoup plus édifiante,
d'indiquer même subrepticement qu'il comprend les exigences spirituelles et morales qui conditionnent le succès durable du redressement de la France et de l'Europe et de leur destinée civilisationnelle. En tout cas, je ne peux pas imaginer que Bardella n'en soit pas conscient, ne serait-ce que d'un point de vue utilitariste, et je dis ça dans le sens où, malheureusement, Jordan Bardella se déclare agnostique, il l'a déclaré en 2022 dans Paris Match, me semble-t-il, et donc par conséquent, il ne partage pas, ou pas encore, la même foi que nous. Et nous savons qu'à plusieurs reprises, il a déçu notamment les catholiques par certaines déclarations qui se justifient bien sûr de son point de vue, mais qui ne sont pas tolérables du nôtre. Quelle que soit la profondeur exacte de ses convictions, il est probable que Bardella ne pourra pas les exprimer trop ouvertement avant d'arriver au second tour de l'élection présidentielle de 2027, si bien sûr il va jusque-là. Encore une fois, en considérant la complexité infernale du jeu politique actuel, l'approche radicalement pragmatique empruntée par Bardella est à bien des égards compréhensible. Elle est même presque nécessaire, et lui-même est assez transparent à ce sujet. On a longtemps reproché la politique de dédiabolisation du RN sous le règne de Marine Le Pen. On peut effectivement juger regrettable l'abandon de certains fondamentaux et de certains principes, même si en réalité tout le monde ne s'accorde pas sur cette question, ou tout le monde, je veux dire, ne s'accorde pas sur ce qui a été exactement abandonné. Car de notre point de vue, le RN n'a rien renié d'essentiel en ce qui concerne les questions d'immigration, de sécurité ou de politique sociale et économique. Il me semble que c'est surtout sur des questions éthiques fondamentales que le RN a fauté de façon décisive. Quoi qu'il en soit, il faut bien avouer que cette normalisation du RN était souhaitable et nécessaire dans la forme. Je dis bien dans la forme, puisque dans le fond, nous l'avons vu, il y a quelques problèmes doctrinaux assez évidents. Cette normalisation du RN était souhaitable et nécessaire puisqu'il s'agissait en réalité d'un recentrage du parti dans le jeu politique. Comme vous le savez, et c'est une règle politique éternelle, le pouvoir se trouve toujours au centre, c'est-à-dire là où on peut rassembler et imposer le consensus, et non pas aux extrêmes. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, Bardella est effectivement le vrai héritier du Jean-Marie Le Pen originel, puisque les gens ont tendance à oublier que Jean-Marie Le Pen a toujours été, ou en tout cas à la base, était un politicien de centre-droit, qui n'a été poussé vers l'extrême droite que parce que l'ensemble de la classe politique s'est déporté de son côté autour du consensus libéral-libertaire, donc plutôt à gauche, surtout à partir des années 70. Bardella, au final, ne fait que recentrer la position du mouvement national là où il aurait toujours dû se trouver, et il sait que c'est ici l'une des conditions critiques de sa potentielle arrivée au pouvoir. Ce recentrage se fait d'autant plus efficacement que Bardella a parfaitement conscience du phénomène de radicalisation de la classe dirigeante, phénomène dont nous avons largement parlé par le passé. Il affirme lui-même, avec raison, je cite, « Mon objectif est de rendre banal le soutien à un parti politique qui croit dans le destin français et dans le génie de son peuple. Aujourd'hui, nous sommes devenus la voix de la raison dans un paysage politique où nos adversaires de gauche, comme ceux du gouvernement, ressemblent à des fanatiques ou à des idéologues. » Fin de citation. Et en effet, le régime macroniste, après bientôt 10 ans de scandales, de pantalonnades et de politiques désastreuses sur pratiquement tous les dossiers, arrive à bout de souffle et aura du mal à trouver un successeur aussi efficace qu'Emmanuel Macron pour séduire et tromper les Français une fois de plus. La Macronie est devenue trop impopulaire et ses seconds couteaux, qui sont déjà pour la plupart connus du public, ne parviendront sans doute pas à faire illusion. On le voit déjà avec la pitoyable campagne de Valérie Hayé, campagne tellement pitoyable qu'elle inquiète énormément les spin-doctors et les conseillers de l'Élysée. Bruno Le Maire est évidemment complètement grillé à ce stade. Édouard Philippe a perdu tout son charme et il est en plus de ça empêtré dans des affaires au Havre. Et Gabriel Attal ne sortira sans doute pas indemne de son parcours de Premier ministre. Et en cas de candidature, il aura beaucoup de mal à défendre le bilan de la Macronie, surtout s'il se trouve face à Jordan Bardella. À gauche, les performances de la NUPES ou celles des écologistes aux dernières municipales et aux dernières législatives n'auront peut-être été qu'un épisode passager. Combinées ensemble, les listes de la gauche, exception faite du Parti socialiste, totalisent encore près de 20% des intentions de vote aux européennes. Toutefois, la gauche est extrêmement divisée entre ces diverses factions radicales qui ne s'accordent pas vraiment sur le degré de radicalité de leur lutte politique. On le voit par exemple, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, avec les divisions profondes entre l'intersectionnalisme radical et délirant de la LFI et la ligne du PCF de Fabien Roussel,
qui est accusé par ses anciens alliés de chercher à séduire l'électorat d'extrême droite parce qu'il prend des positions en faveur de l'ordre républicain, de la viande, enfin des barbecues populaires, ou d'un modèle d'assimilation ou d'intégration un peu plus volontariste que ce qui se fait actuellement. Et donc pour cela, il est qualifié de méchant réactionnaire par ses anciens amis, ou ses amis en tout cas, de la gauche radicale de la LFI. De plus, tout le monde sait aujourd'hui que l'électorat de la gauche radicale n'est plus du tout un électorat social, et ceci depuis bien longtemps. Les ouvriers, les salariés, les travailleurs précaires votent aujourd'hui massivement pour le Rassemblement national. Ce qui fait qu'actuellement, l'électorat de la gauche radicale est principalement composé des classes parasitaires que sont la jeunesse urbaine et bourgeoise déconnectée du réel, ainsi qu'une partie du public des banlieues multiculturelles et communautaristes. Mais la gauche radicale a aussi beaucoup souffert ces derniers temps de ces divisions autour de la question du conflit au Proche-Orient, les uns prenant fait et cause pour la Palestine, par réflexe idéologique, mais aussi par opportunisme politicien, les autres prenant leur distance avec les tentations islamo-gauchistes et leur relents supposément antisémites et hostiles aux valeurs laïques. Ce qui là encore dénote parfois, pas toujours, mais aussi parfois d'un certain réflexe communautaire. Et cette division s'est encore amplifiée par l'apparition de la liste de Raphaël Glucksmann qui s'est adroitement servi du cadavre en putréfaction du Parti socialiste pour se lancer dans l'élection européenne, où il est tout de même crédité de 12% d'intention de vote. Et justement, la liste de Glucksmann ne contribue pas seulement à affaiblir la gauche radicale, en lui piquant des électeurs lassés par l'extrémisme de la NUPES, il contribue aussi à siphonner une bonne partie de l'électorat macroniste, venu à l'origine de la gauche social-démocrate, et aujourd'hui lassé ou déçu par les échecs successifs du gouvernement. À droite, le RN se trouve également dans une situation de domination tout à fait unique dans son histoire, et même dans l'histoire de la Ve République. On sait qu'à 3 reprises, la droite classique avait réussi à siphonner une partie de l'électorat du FN de Jean-Marie Le Pen, en lui empruntant un discours de fermeté, notamment sur les questions d'immigration et de sécurité. Ce fut notamment le cas en 2007, le FN qui avait pourtant adopté à cette époque ce qui était sans doute le meilleur programme de toute son existence, le programme le plus équilibré, le plus intelligent, fit malgré tout un score assez pathétique face à la fameuse droite dure de Nicolas Sarkozy, conseillée par feu Patrick Buisson, qui en connaissait bien sûr un rayon en matière de stratégie électorale. Et bien sûr, tout le monde sait aujourd'hui à quel point la présidence Sarkozy fut une imposture totale qui contribua à prolonger le supplice de la France de plusieurs années. Mais l'avantage dans tout cela, c'est que la grande trahison sarkozyste a durablement décrédibilisé la droite classique, c'est-à-dire l'UMP, et aujourd'hui LR. Le rebranding de l'UMP en LR en 2015 n'aura absolument rien changé. En 2017, Fillon arrive péniblement en 3e position de l'élection présidentielle au premier tour, avec seulement 20% des suffrages, ce qui reste quand même beaucoup par rapport à ce que LR est devenu aujourd'hui, puisqu'en 2022, le parti est tombé dans un tel état de déliquescence que Valérie Pécresse sort au premier tour avec un score absolument lamentable de 4,78%, ce qui est le plus bas score jamais enregistré par un parti qui malgré tout reste l'héritier, indigne certes, mais l'héritier du parti gaulliste. Même si les Républicains restent encore assez bien implantés sur l'échelon local, dans les assemblées mais aussi beaucoup dans les collectivités, leur crédibilité en tant que parti de gouvernement en a pris un coup sérieux, et il se trouve aujourd'hui marginalisé dans le grand jeu politique. Cette marginalisation est aussi due au fait que la vague macroniste a également siphonné la partie la plus centriste de l'électorat traditionnel de l'ancien UMP, notamment nos fameux retraités. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, le Parti socialiste a connu un sort similaire, là encore causé par la grande vague macroniste en 2016-2017. Ce grand siphonnage de l'électorat loyaliste par l'appareil macroniste a été indéniablement un grand succès aux 2 dernières présidentielles, mais comme nous l'avons dit, après 10 ans de gestion calamiteuse, de crise, d'émeutes, de conflits sociaux et d'épisodes où on se ridiculise sur la scène internationale, sans parler de l'inflation, de l'explosion du prix de l'électricité, des positions absurdes par rapport au conflit en Ukraine, eh bien on peut dire que le charme de 2017, et même celui de 2022, à supposer qu'il y en ait eu un à cette époque-là, le charme est rompu. Et ce qu'on voit, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que cet électorat ne retourne pas dans les bras du parti LR,
qui est devenu le fantôme de lui-même, mais il se déporte au contraire vers le Rassemblement national, qui lui, pendant ce temps-là, s'est rajeuni, s'est institutionnalisé, et qui apparaît en fait aujourd'hui comme l'option la plus raisonnable pour faire face aux grandes urgences du moment et à celles de demain, notamment l'urgence migratoire et les urgences socio-économiques. Le parti des Républicains apparaît beaucoup trop terne, trop mou, trop peu engagé dans le combat politique. En quelques mots, il apparaît tout simplement désuet, et ses têtes d'affiche apparaissent comme une bande de notables sans relief et sans enthousiasme, et surtout sans conviction. Et de plus, le parti LR continue de payer aujourd'hui encore la note des trahisons et des scandales de Nicolas Sarkozy, ce qui montre quand même l'ampleur de la trahison. Bien que ce dernier ait quitté le pouvoir il y a quand même presque 12 ans, eh bien, beaucoup de Français continuent de reprocher à juste titre au parti d'avoir finalement grandement participé au déclin de la France, que l'on reproche aujourd'hui beaucoup à Macron, mais qui a commencé évidemment bien avant lui. Alors bien sûr, le parti des Républicains possède encore des personnalités assez intéressantes, on pense notamment à François-Xavier Bellamy, mais ce dernier se trouve quand même assez isolé, malgré le fait qu'il soit tête de liste aux élections européennes actuellement. Il semble clair qu'il aura du mal à se démarquer à l'avenir au sein de ce parti-là. En fait, ce qui aurait vraiment pu poser problème au RN sous Bardella, c'est plutôt l'apparition d'un mouvement national qui se placerait directement en concurrence avec lui. Et on a cru, bien sûr, en 2022, que le parti Reconquête d'Éric Zemmour aurait pu être ce challenger inattendu. D'ailleurs, au vu des moyens considérables qui ont été mis à la disposition de ce nouveau parti, qui profitait bien sûr de la popularité médiatique de son candidat, nous avons été beaucoup à croire qu'il pouvait réellement poser un problème pour le Rassemblement national. Et au final, nous avons vu que, alors que Reconquête était crédité de quasiment 20% d'intention de vote dans certains sondages au début de l'année 2022, finalement, Éric Zemmour n'a fait qu'un score de 7% et est sorti au premier tour. Bien sûr, pour une première candidature d'un parti qui a été créé seulement quelques mois auparavant, c'est un score plus qu'honorable. Mais malgré tout, c'était quand même un score assez décevant, surtout pour ceux qui estimaient que la ligne libérale conservatrice, voire même néoconservatrice, très offensive d'Éric Zemmour, était la bonne formule, non seulement face au régime macroniste, mais aussi face à un Rassemblement national accusé, à tort ou à raison, d'être devenu un parti de gauche. C'était l'argument sempiternellement répété par Zemmour, Marine Le Pen est une femme de gauche, etc., etc. Mais en voulant se faire le successeur du vrai RPR des années 90, eh bien, Reconquête a adopté finalement une posture assez ringarde, et ses militants sont apparus pour ce qu'ils étaient, ou en tout cas pour une partie d'entre eux, c'est-à-dire des transfuges de la droite molle, tournant en boucle sur la thématique de l'islam et de l'immigration. Et finalement, tout ceci a eu pour effet de renforcer la normalisation du RN, qui apparaissait alors comme une option beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus paisible, beaucoup plus rassembleuse que les outrances verbales d'Éric Zemmour, perçu comme le nouvel extrémiste du paysage politique français aux côtés de son ami Mélenchon. Cette tendance monomaniaque à parler quasiment exclusivement d'islam et de remigration a même fini par exaspérer une partie des cadres de la première heure, déçus de constater que leur candidat ne parvenait pas à incarner le sursaut et le rassemblement patriotique tant espéré, peut-être parce qu'il était lui-même marqué par un passif personnel ou par des solidarités étrangères aux intérêts de la France et de l'Europe. De façon assez curieuse, Reconquête ne semble pas avoir tiré de leçon de l'échec, en quelque sorte, du semi-échec de 2022, puisque la liste conduite par Marion Maréchal stagne actuellement péniblement autour des 5% et aura sans doute du mal à franchir ce palier en juin prochain, ce qui pourrait d'ailleurs signer la fin de l'aventure Reconquête et laisser la place nette au Rassemblement national en 2027. En ce qui me concerne, je suis convaincu que Marion Maréchal ne dépassera pas les 5% en juin prochain. Et à ce stade, une large victoire du Rassemblement national aux élections européennes de juin semble inéluctable. En fait, Bardella n'a même pas à forcer son discours, un petit peu comme le faisait Marine Le Pen lors de l'élection 2022, même si Bardella maintenant est beaucoup plus présent. Finalement, Marine Le Pen avait plutôt tendance à ne pas trop s'exposer médiatiquement lors de la présidentielle, ce qui lui a peut-être été conseillé pour qu'elle évite justement de perdre des points en s'exposant trop, ce qui montre aussi que là encore qu'elle n'a jamais été en fait la bonne candidate pour le Rassemblement national. Et finalement Bardella s'inscrit dans cette continuité, mais en étant quand même plus présent, mais une présence assez discrète finalement.
assez modéré. Il tient vraiment la place finalement d'un acteur modéré, et il le fait assez bien. Et au contraire, tandis que la gauche se ridiculise avec des postures qui semblent de plus en plus délirantes, irréalistes, et qu'elle se déchire aussi sur la fameuse question du conflit israélo-palestinien, le régime, quant à lui, essaye tant bien que mal de jouer la carte libérale sécuritaire et de jouer des muscles en parlant de retour de l'autorité et de fermeté républicaine sur les questions de laïcité, sur l'abaya, l'uniforme, le retour de l'autorité à l'école, etc., etc. Bien sûr, j'en ai déjà parlé dans des précédentes émissions. Mais ce qui est assez intéressant, et ce qui est presque assez ironique, c'est que cette droitisation du discours dans le paysage médiatico-politique actuel contribue en fait à affaiblir le potentiel électoral du parti gouvernemental. Puisque d'une part, son public de tendance social-démocrate, donc de gauche social-démocrate, ne se retrouve pas vraiment dans ce discours droitier, et on voit qu'il a tendance finalement à aller vers Glucksmann, tandis que son public de centre-droit, venu de l'ancienne UMP, ne lui fait tout simplement plus confiance sur des questions régaliennes, sur des questions de finances publiques, de gestion des finances publiques, et surtout sur des questions sécuritaires et des questions d'immigration. Et au final, cette droitisation du discours, y compris au sein du régime, profite en fait au Rassemblement national, qui apparaît naturellement comme une force de proposition bien plus légitime sur ces sujets qui inquiètent, comme on le sait, une majorité de Français, toutes tendances confondues, et notamment au sein de l'ancien électorat d'Emmanuel Macron. Alors la première question, c'est de savoir si tout ceci suffira à faire gagner le Rassemblement national en 2027. J'aurais tendance à dire que oui, mais à plusieurs conditions. La première condition, je l'ai déjà dit, il est absolument impératif que Marine Le Pen ne se présente pas en 2027. Ce serait un échec garanti, sauf si, bien sûr, par extraordinaire, elle devait se retrouver vraiment au second tour face à un candidat absolument nul, du genre Poutou ou Sandrine Rousseau. Mais évidemment, c'est hautement improbable. Mais je pense sérieusement que même si elle faisait face à un ministre sortant de la Macronie, comme Gabriel Attal ou même Bruno Le Maire, je pense que Marine Le Pen serait encore capable de perdre. Donc il nous faut nécessairement un homme, et plus exactement un jeune homme, dynamique, séduisant, rassurant, donc quelqu'un comme Jordan Bardella pour représenter le RN en 2027, étant donné la configuration partisane, mais aussi la configuration de l'électorat actuellement. Et il est très clair que beaucoup de gens au Rassemblement national pensent déjà de cette manière à l'heure actuelle, mais il reste à savoir si Bardella saura tenir la cadence jusqu'en 2027, c'est-à-dire s'il saura maintenir le rythme sans trébucher sur les pots de banane que n'hésiteront pas évidemment à lui jeter ses adversaires politiques, ou même, ce qui serait plus dangereux encore, ses ennemis au sein même du parti. Et donc chacun se demande bien sûr si Bardella, qui aura à peine 32 ans en 2027, serait un candidat présidentiel crédible. Je pense qu'à bien des égards, il peut être prêt, et je pense même qu'il conçoit depuis longtemps sa vie comme une aventure politique qui se vit à chaque instant. Il est évident que Bardella est littéralement né pour faire de la politique. Je pense aussi que la question de l'âge n'est pas un problème, et de ce point de vue, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont posé des précédents qui vont profiter aussi à Bardella finalement, donc des présidents, des premiers ministres très, très jeunes, ce qui ne s'était jamais fait en fait dans la Ve République, et même peut-être jamais tout simplement dans l'histoire de la République. Ce qui est vraiment reproché à Jordan Bardella, c'est surtout son manque d'expérience professionnelle, ou même de formation universitaire, puisque finalement il avait commencé une licence de géographie, mais il n'est pas allé au bout, il s'est tout de suite lancé dans la vie militante. Il n'a pas non plus d'expérience militaire, en tout cas à ma connaissance, et tout ça c'est peut-être le reproche le plus pertinent qu'on peut lui adresser, même si au final le monde politique est rempli de personnalités qui, au final, n'ont jamais connu autre chose que la vie des partis, les assemblées et les postes dans la haute fonction publique. De plus, Bardella montre de remarquables dispositions de débatteur à la télévision lorsqu'il fait face à des membres du gouvernement ou à des adversaires politiques, et il est avantagé en cela dans la mesure où la baisse de niveau, la médiocrité du personnel politique, notamment sous la Macronie, rend les confrontations publiques beaucoup plus simples que par le passé, à une époque où, certes, le personnel politique était déjà médiocre d'un point de vue moral, mais d'un point de vue intellectuel était quand même d'un autre calibre. Aujourd'hui, nous avons non seulement affaire à des crapules, mais en plus de ça, on a affaire à des nuls absolus. Et Bardella est vraiment très fort pour jouer non seulement de sa jeunesse, mais aussi de sa répartie, de sa capacité à apprendre des fiches par cœur pour, justement, ringardiser ses opposants à base de bonnes punchlines qui passent bien et qui sont ensuite facilement partagées sur TikTok auprès d'un public jeune.
et qui apprécie bien sûr ce genre de confrontation très musclée. Mais tout ça, bien sûr, ça reste encore assez superficiel. Pour se rendre crédible en tant que potentiel candidat présidentiel, Bardella devra utiliser les 3 prochaines années pour développer sa stature sur la scène politique nationale et européenne, tout en consolidant son leadership au sein du parti. Et bien sûr, son avenir politique dépend en grande partie du succès qu'il va récolter lors des prochaines élections européennes. Tout ceci c'est bien beau, mais ça ne sera sans doute pas suffisant, ni pour gagner, et ni pour maintenir le pouvoir après 2027 si prise de pouvoir il devait y avoir. Car le talon d'Achille de Bardella, c'est qu'il semble peut-être encore ignorer la nature exacte des forces auxquelles il devra s'opposer, et donc la nature exacte des responsabilités qu'il devrait endosser si un jour il parvenait au pouvoir. Ceci vaut pour lui, ainsi que pour toute autre personne qui serait amenée à prendre sa place. Car en effet, comme je l'ai dit précédemment, malheureusement, Jordan Bardella se déclare lui-même comme étant agnostique, alors même qu'il me semble qu'il a sans doute été baptisé, puisqu'il a été scolarisé, me semble-t-il, au lycée, au collège ou au lycée Jean-Baptiste Lassalle, je crois à Saint-Denis, ou en tout cas dans le 9-3, donc un lycée privé catholique. Donc il a quand même, a priori, des origines, il vient d'une famille catholique de base, donc c'est quand même un peu dommage cette trajectoire. Évidemment, son agnosticisme lui permet de pratiquer une certaine duplicité ou un certain détachement par rapport à ce qu'il appelle lui-même des acquis sociétaux sur lesquels on ne saurait revenir, tels que le mariage homosexuel, le droit à l'avortement ou d'autres questions qui sont pourtant absolument fondamentales pour l'avenir de la civilisation européenne. Alors, pour être tout à fait juste avec lui, il s'était opposé à la base, et il reste opposé, on va dire d'une certaine façon, au mariage homosexuel, mais voilà, malgré tout, on voit que son agnosticisme se traduit aussi par un certain pragmatisme, ou plutôt un certain cynisme moral, un certain machiavélisme. En tout cas, lui, ça ne le dérange pas de considérer que ces acquis, qui sont en fait des acquis de la contre-culture, des acquis de la gauche, sont finalement des choses qu'il faut accepter. En tout cas, c'est le discours qu'il tient face aux médias. Cet agnosticisme lui permet aussi de vanter les mérites de la laïcité, même s'il admet par ailleurs que le christianisme a forgé la France, ce qui est franchement le minimum. Et de plus, cela ne semble pas le gêner de répéter les anciennes du narratif pro-ukrainien ou pro-israélien, toute position alternative en la matière étant évidemment désormais assimilée à un crime de haine ou à une manifestation d'islamo-gauchisme. Cette absence de foi catholique ne fait sans doute pas de Bardella un non-croyant. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, Bardella a sans doute d'autres objets d'adoration. Peut-être voue-t-il un culte à la France, au génie national, au général de Gaulle peut-être, et sans doute croit-il surtout en ses propres forces, à l'exclusion de tout autre, en particulier de la puissance de la providence divine, ce qui est évidemment l'erreur fatale que commettent beaucoup de politiciens de notre époque. Tout particulièrement, beaucoup de ces nouveaux leaders populistes d'Europe de l'Ouest qui ne parviennent pas à comprendre que, derrière la machine politicienne et le cynisme pratique, évidemment, qui est très répandu dans nos démocraties parlementaires, même si ça se retrouve évidemment dans toute forme de régime, eh bien derrière cette machine se cachent des idéaux puissants, et je dirais même plus, des traditions spirituelles obscures et redoutables. Lorsque nous voyons Emmanuel Macron en extase durant sa campagne présidentielle de 2017, nous ne voyons pas simplement un candidat qui se donne en spectacle, nous voyons surtout un homme qui défend un projet de manière exaltée. Nous voyons un homme littéralement possédé par ce projet et qui confond sa propre destinée avec ce dernier. Malgré la nocivité du projet en question, il est indéniable qu'Emmanuel Macron a su électriser une partie considérable de l'électorat en lui communiquant une sorte de spiritualité politique, certes fondée sur une illusion grossière dont beaucoup sont revenus aujourd'hui, mais qui se transmettait très efficacement dans la population. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui auraient oublié, que dans les années 2015, 2016, 2017, Emmanuel Macron parvenait encore à séduire aussi bien au sein de la droite conservatrice qu'au sein de la gauche sociale et républicaine. Par exemple, je me souviens encore de mademoiselle Charlotte Dornelas, qui est tout à fait intéressante par ailleurs, et qui sans doute était, évidemment, on va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Je me souviens d'elle lorsqu'elle trouvait que Macron n'était pas si mal, ça c'était vers 2015-2016, après que celui-ci ait fait l'éloge, d'ailleurs assez étrange, de la monarchie. Rappelons-nous aussi que beaucoup de gilets jaunes étaient des électeurs déçus du même Emmanuel Macron, déçus notamment par ses promesses non tenues de
progrès social et d'autres choses de ce genre. Voilà, tout ce que ces électeurs ont récolté, ça a été la paupérisation, l'inflation et notamment les problèmes liés au prix de l'énergie. Il ne faut jamais oublier que la Macronie est arrivée au pouvoir par une stratégie de rassemblement populaire qui a consisté à siphonner les voix du centre-droit et du centre-gauche, c'est-à-dire l'électorat loyaliste par excellence. Et il me semble que l'élection de 2027 sera déterminée plus ou moins par des modalités similaires. Si Bardella représente le RN aux prochaines présidentielles, il devra travailler son positionnement pour non seulement apparaître comme étant le candidat de la raison, ce qu'il cherche à faire, il a raison de le faire aujourd'hui, mais aussi comme le candidat du rassemblement, le candidat de l'union des forces vives de la nation, autrement dit, être le candidat du centre politique par définition. Et donc, pour s'assurer une pleine victoire, il me semble que Bardella devra aller chercher ces quelques précieux pourcents qui se trouvent au sein du segment des abstentionnistes politisés. Je dis bien politisés, je ne parle pas ici des abstentionnistes dépolitisés, c'est-à-dire des gens qui, pour une raison ou une autre, ne s'intéressent pas du tout à la vie civique, presque par principe, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné ce côté-là, et j'ai envie de dire que c'est presque tant mieux, au moins c'est honnête. Je parle ici des personnes politisées, mais qui ne trouvent plus de crédibilité, ni de conviction, ni de transcendance dans le discours politique national. Donc une première erreur que pourrait faire Bardella, ce serait de suivre le modèle milléiste occidentaliste, plébiscité par toute la nouvelle mouvance libérale française, qui passe d'ailleurs beaucoup de temps à traiter le RN de parti socialiste. Voilà, vous savez que dès qu'on parle d'État stratège aujourd'hui, voilà, on est quasiment assimilé à Staline, alors qu'en fait le RN ne fait que reformuler, de manière assez modérée d'ailleurs, la vision politique et économique du général de Gaulle, et guère plus que ça. Je crois qu'il n'y a pas trop de risques de ce côté-là pour que Bardella tombe dans une erreur politique aussi grossière. Et d'ailleurs, les enquêtes d'opinion sont assez claires, puisque les Français sont très attachés à leur modèle social et à notre tradition étatique. Ce qu'ils exigent, c'est avant tout une meilleure gestion des comptes publics, et donc un gouvernement capable de mettre fin au gaspillage, ce qui est évidemment, tout le monde le comprend, ce qui est une des conditions majeures du maintien de la justice sociale. Et les gens d'ailleurs font bien le lien entre ces gaspillages et par exemple le problème de l'immigration de masse et notamment de l'immigration du guichet social. L'autre erreur que pourrait commettre Bardella, ce serait de suivre de trop près la ligne libérale conservatrice, ou voire même néoconservatrice, qu'on retrouve non seulement chez les Zemmouriens, mais aussi dans une certaine faction de la majorité présidentielle. Et c'est ici où il devra vraiment faire preuve de vraie finesse politique. C'est vraiment sur ce point-là que, à mon avis, la foi et la morale chrétienne lui seraient le plus utiles. Puisque, selon l'évolution de la situation en France, par exemple, si nous devions assister, ce qui est assez probable, à de nouvelles émeutes multiethniques, ou à de nouveaux attentats, ou à de nouveaux faits divers liés au chaos multiculturel, eh bien, le gouvernement se sentira obligé de droitiser encore davantage son discours, en accentuant notamment sur les prétendus mérites du laïcisme, puisque finalement ils n'ont pas grand-chose d'autre à proposer, mais il serait une grave erreur de persister, comme le font les macronistes et les zémouriens d'ailleurs, de vouloir persister à n'opposer à ces deux problèmes, l'islamisation, le wokisme ou le communautarisme, etc., de ne leur opposer que des valeurs vides et sans substance, notamment celles du sécularisme moderne. Il faut bien comprendre que le sécularisme accélère tous ces problèmes, contribue à tous ces problèmes et en fait fait naître tous ces problèmes. Et donc le retour à l'ordre civil passera nécessairement par le retour à l'ordre moral. Nous l'avons dit, on le sait tous, la préoccupation numéro 1 des Français, c'est la question de l'immigration, ainsi celle de l'insécurité, puisque ce sont deux questions qui sont manifestement liées. La seconde inquiétude des Français, c'est évidemment la question sociale, et plus généralement la question socio-économique. Mais il reste la question fondamentale du modèle de société vers lequel ou dans lequel tout ceci sera possible, et surtout sera possible de façon durable. Bardella considère que l'électorat français privilégie la raison plutôt que l'idéologie. Alors c'est vrai dans un certain sens, c'est vrai que les Français prétendent, et ils pensent que c'est d'ailleurs une gloire, les Français aiment bien se décrire comme cartésiens, même si ils oublient que Descartes, malgré tous les problèmes qu'il y a avec la philosophie de ce dernier, je vous renvoie aux excellentes conférences d'Alain Pascal, malgré le fait que Descartes croyait en Dieu, et il croyait d'ailleurs assez fermement, donc voilà, les athées, les agnostiques qui se prétendent cartésiens ne savent généralement pas de quoi ils parlent, enfin bref. Mais on peut aussi douter de la chose, puisque finalement, quand on voit les présidents qui se sont succédés après le général de Gaulle,
peut se demander parfois si les Français ont vraiment toutes leurs raisons. Ce que Bardella veut dire, en fait, c'est une chose que nous disons depuis longtemps. Je le répète, le pouvoir se gagne au centre, et non pas dans les extrêmes. Le problème, c'est que le seul positionnement politique, c'est-à-dire le seul positionnement au centre de l'échiquier politique, ça ne suffit pas. Ce qui importe sur le long terme, c'est la formule politique qu'on veut insuffler dans les institutions, dans la classe dirigeante et au sein du peuple. Or, je pense qu'aujourd'hui, une partie considérable du peuple comprend, ou du moins est en capacité de comprendre à nouveau, que l'affaiblissement de l'autorité de l'État, de la justice et des parents, c'est-à-dire toutes les formes naturelles d'autorité, tout ceci exige en fait la restauration d'un ordre moral qui puisse justement favoriser, et qui favorise en fait naturellement, ou plutôt providentiellement, les expressions spirituelles et les valeurs que la France a grand besoin de retrouver. Ce sont des valeurs qui ne sont pas inconnues à la France. Quand je parle évidemment d'expressions spirituelles, de valeurs, je fais évidemment référence ici à la religion catholique. À un moment donné, il faudra parler clairement et ne plus se cacher derrière des éléments de langage empruntés aux libéraux conservateurs ou aux néoconservateurs américains. Donc je pense que Bardella ferait bien d'insérer progressivement, prudemment bien sûr, dans ses discours des éléments de langage qui feront comprendre à tous qu'il a bien compris le grand défi anthropologique et civilisationnel auquel font face aujourd'hui et depuis déjà longtemps la France et l'Europe. Clairement, Bardella me semble être un jeune homme intelligent, pragmatique, mais il faut espérer qu'il ait conscience que pour guérir la France des divisions qui l'affligent depuis maintenant plusieurs décennies, voire quelques siècles même, eh bien il faudra opérer un changement de logiciel profond pour remettre notre société sur la voie du progrès et de la réconciliation. Car il ne faut pas oublier que notre France est divisée, non pas seulement en raison d'éléments exogènes, mais elle a été divisée au départ à cause d'éléments endogènes, des éléments qu'il convient évidemment de neutraliser et en tout cas au grand minimum de marginaliser, notamment dans le jeu politique. Il faut donc espérer que Bardella comprenne que le sécularisme n'est pas et n'a jamais été la condition du progrès, mais au contraire plutôt la condition du délitement que lui-même d'ailleurs déplore dans ses déclarations publiques. En d'autres termes, Bardella aurait tout avantage à relire attentivement les derniers conseils que Patrick Buisson avait prodigués notamment au Rassemblement national avant sa mort en 2023. Ce sont d'ailleurs sans doute les conseils les plus sages et les plus pertinents que Patrick Buisson n'ait jamais donnés dans sa vie. Bardella doit avoir conscience, et je suis certain qu'il en a conscience, que pour triompher en 2027, et surtout pour triompher au-delà de 2027, il faudra être capable non seulement de rassurer le peuple, mais aussi de lui redonner l'ambition de la grandeur, et l'espérance d'un futur commun, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe. Sur ce dernier point, les nouveaux grands hommes, les nouveaux hommes forts du XXIe siècle, ont bien compris que pour susciter ce sursaut et cette union au sein des populations, notamment des populations qui ont été souvent gravement touchées par tous les méfaits de la postmodernité, eh bien beaucoup de ces nouveaux hommes forts, je pense notamment à Orban, à Poutine ou encore à Nayib Bukele, ces hommes forts ont compris qu'il faut réveiller dans le peuple la fibre religieuse, c'est-à-dire cette fibre, cet élan qui permet de ressouder une société, notamment une société divisée, et de l'inciter à préparer l'avenir avec confiance et avec assurance. Je pense que, d'une certaine façon, Bardella est bien conscient de la chose, puisqu'il déclare, je le cite, « Aucun pays ne peut retrouver sa grandeur, ni réussir au XXIe siècle, dans un monde de plus en plus incertain, en se reniant. Pour savoir où l'on va, il est essentiel non seulement de connaître nos origines, mais surtout de comprendre qui nous sommes. Au XXIe siècle, les nations qui n'ont pas conscience d'elles-mêmes disparaîtront. Le combat que nous menons, c'est un combat contre l'effacement de la France et donc contre l'effacement de l'Europe. » Bien sûr, c'est un propos de bon sens, c'est un propos plein de vérité, et nous y souscrivons à 100%. Ce que nous aimerions savoir, nous, bien sûr, et on le verra dans les mois et dans les années qui suivent, c'est si Jordan, lui, voit les choses de la même manière que nous. Bien sûr, je lui souhaite, puisque cela serait non seulement au bénéfice de son âme, mais au bénéfice aussi, je le pense sincèrement, de son avenir politique.